Et bonjour à tous, c'est Banager pour le RPG Day 2023 pour les questions numéro, laissez-moi regarder, numéro 21 à 27. Voilà, nouvelle semaine, nouvelle fournée de réponses à ces questions. Et on commence tout de suite avec la question numéro 21, mon JDR à licence préféré. Alors, j'aurais pu parler de nombreux JDR, voilà, tirés de licence, notamment The One Ring, qui est juste derrière dans l'armoire. J'aurais pu parler d'Alien également, parce que Alien, j'aime beaucoup, et je suis en train de le faire jouer, donc j'aime beaucoup. Mais non, on va parler d'une autre licence extrêmement connue qui a été adaptée en jeu de rôle, et c'est bien entendu Dune. Voilà. La fournée de romans qui a été, publiée voilà, par Monsieur Herbert. Gros fan de son œuvre. Je lis tout, même les romans de son fils. Ils sont moins bien, mais il y a des choses intéressantes. Voilà, des choses intéressantes quand même à tirer de ces romans-là. Et pourquoi Dune c'est bien? Et pourquoi Dune en JDR c'est bien? Parce que voilà, comment le jeu de rôle a été pensé. On peut créer sa maison, qu'elle soit mineure, majeure, voilà. On peut créer une maison mineure qui devient une maison majeure qui un peu chute et devient une maison mineure. Il y a plein d'enjeux à faire, plein de choses à créer, avec toutes les factions de l'univers de Dune, avec les Manta, le Bene Gesserit, voilà, voilà, même avec l'Empereur, il y a des choses à faire, des trucs assez intéressants, de quoi construire plusieurs campagnes. Honnêtement, franchement, l'univers est tellement large que il y a de quoi faire pas des milliers de campagnes, mais ouais, une tétrachie, excusez-moi le langage de campagne. Et donc voilà, rien que pour ça, c'est juste avec ça. Hein. Juste avec ça, le bouquin de base, hein, attention. Parce que les règles de création de maison, je les trouve super intéressantes. Alors c'est le système 2D20, ça ne plaira pas à tout le monde. Moi je trouve qu'il fait le taf. J'ai pas eu l'occasion de le faire jouer. Alors oui, attention, Dune, pas un jeu en one shot, clairement pas. Du jeu en campagne. Vous mettez du temps à créer vos personnages, votre maison. C'est pas pour rien, c'est pas pour jouer 5 minutes. Donc voilà, du jeu en campagne. Mais je pense de l'excellent jeu en campagne. Clairement pas un jeu, je pense, pour les maîtres de jeu débutants ni pour les joueurs débutants. Voilà, c'est quelque chose à dire, je pense. Après, voilà, c'est un jeu que j'aimerais faire jouer, voilà, comme 10 millions d'autres. Mais parce que Dune, c'est ma came, je connais très bien l'univers. Voilà, il y a Dune et Fallout, je connais bien les univers, donc voilà. Et donc, c'est mon jeu de rôle tiré de licence préférée, voilà. Mais on aurait pu parler d'Alien et de One Ring, de l'anneau unique. Donc ça, c'était Dune et c'était la question numéro 21. Ensuite, on passe à la question 22 qui est mon meilleur achat de jeu de rôle d'occasion. Alors, j'aurais pu aussi parler de Shadowrun Anarchy qui est aussi dans l'armoire derrière moi, dans la bibliothèque, pardon, mais on va parler encore une fois, parce que je l'ai fait jouer, on va parler de l'appel de Cthulhu, mais d'une version de l'appel de Cthulhu qui est World War de Cthulhu. Voilà, édité par Cubicle 7, entre autres. Alors, ce n'est plus édité, ce n'est plus trouvable. Si en PDF c'est trouvable, mais en physique non. Donc voilà, à part si vous le trouvez d'occasion, voilà, moi je l'ai acheté d'occasion. Et c'était un très bon achat d'occasion. Parce que dans World War Cthulhu, vous jouez pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous jouez des agents et des agentes, je sais pas si ça se dit. En tout cas, des agents du réseau N, qui est un réseau parallèle du MI6 ou MI5, je ne sais plus. Attendez, j'ai un doute. Bref. Voilà. Et en gros, vous accomplissez des missions, notamment pour aider la résistance dans de nombreux pays contre l'occupation voilà, nazie. Mais en même temps, vous avez cette couverture-là pour aussi enquêter sur des choses un peu paranormales et peut-être des choses un peu plus inquiétantes, un peu plus occultes et ésotériques, qui peuvent également voilà, faire en sorte que le monde que l'on connaît eh bien, change du tout au tout. Voilà.
Faut essayer d'empêcher le réveil de grands anciens quand même. Et pourquoi ça marche bien? Parce que déjà, il n'y a pas... Enfin, on peut jouer dans un contexte militaire, mais pas forcément pulp. Voilà, c'est très meurtrier. On est quand même un peu plus armé que des investigateurs classiques de l'appel de Cthulhu. Voilà, bah, par le contexte notamment, forcément. Donc, ok, on va être un peu plus armé. On va avoir un bagage peut-être un peu plus militaire ou quelque chose d'un peu plus de résistant dans l'idée. Mais ça n'empêche pas que ce soit ultra meurtrier. Je veux dire, les armes, elles font autant de dégâts. C'est pas parce que vous êtes armé, vous aussi, que en face, ils sont pas plus armés que vous, ni même plus nombreux. Il y a un côté résistance que j'aime beaucoup. Voilà, faut jouer dans la finesse. Et puis, vous pouvez vraiment adapter le mythe de Cthulhu à ce contexte-là de Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un très bon achat. Bon, maintenant, il y a eu un autre dérivé, enfin, il y a eu plusieurs dérivés, je crois. Il y a eu Arcton Cthulhu. Vous pouvez faire ça avec la chute de Delta aussi, mais c'est un peu plus différent. C'est un contexte différent. C'est pas le même système aussi. J'en ai déjà parlé, c'est le système Gumshoe. Mais ouais. Il y a aussi une version de World War Cthulhu qui n'est plus éditée aussi pour jouer dans la guerre froide, pendant la guerre froide. Ça, je l'ai pas en physique malheureusement, je l'ai en PDF. C'est aussi un must-have, je trouve, si vous voulez vraiment. Si vous aimez beaucoup la version classique de l'appel de Cthulhu, mais que vous préférez, voilà, c'est un peu une saveur différente des années 20, bah franchement, foncez sur ouais, World War Cthulhu ou World War Cthulhu Cold War. Franchement, c'est top. Et si vous arrivez pardon, à le trouver en occasion, bah, franchement, foncez. C'est de la bonne cam. Voilà qui était pour la question 22. Donc ensuite, la question numéro 23. Le prodigitaire au look le plus cool. Alors, eh bien, ça va être plutôt simple. Ça va être Cyborg. Voilà. Dérivé de Morgborg, donc dans une version cyberpunk. Et c'est le jeu de rôle avec le look le plus what the fuck, le plus comme ça. Voilà, what the fuck, on s'en prend plein les yeux. J'essaierai de mettre des images dans les inserts pour vous montrer un peu voilà, le jeu de rôle en chair et en os. Mais ouais, voilà, Cyborg, j'ai rien d'autre à dire. Au début, à la lecture, on est là. Hum, hum, d'accord. Il y en a partout, je comprends pas trop ce qui se passe. C'est où les phrases? Ah oui, c'est là, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais au final, on s'y retrouve et franchement, le look est vraiment cool et sert vraiment le jeu de rôle pour le coup. Voilà, c'est pas qu'une belle maquette, ça sert le jeu de rôle aussi. Donc, si vous flashez là-dessus sur Cyborg, allez-y, franchement. Trouvable qu'en anglais. Voilà, je pense pas qu'il sera traduit d'après les échos que j'ai eus. Voilà. C'est pas impossible, mais je crois pas en tout cas. Donc, sachez-le, c'est en anglais. Voilà, mais c'est un jeu de rôle vraiment très très beau. Et voilà, c'était Cyborg, et donc la question numéro 23. Ensuite, on passe à la question 24, le JDR simple ou complexe auquel vous jouez. Alors, là j'ai parlé d'un morceau un peu particulier pour moi, un peu spécial. Hop. Parce que pour moi, la 5e édition de la Légende des 5 Anneaux, elle est complexe. Pourquoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Légende des 5 Anneaux, j'en ai fait énormément. C'est sur la chaîne, c'est le jeu de rôle avec le plus de parties. Voilà, une campagne de 3 ans, ouais, 3 ans. Oui, 3 ans, ouais, facile, ouais. Je sais plus combien d'épisodes. Voilà, donc si vous voulez jeter un œil ou une oreille, allez-y, mais voilà, il y a beaucoup d'épisodes. On n'a pas commencé tout de suite avec cette V5, on a commencé en V4 et on est passé pour le dernier scénario en V5. Mais on a joué tellement au dernier scénario que, bon, la V5, je connais un petit peu maintenant quand même. Voilà, Légende des 5 Anneaux, excellent jeu de rôle, surtout le lore. Bon, j'ai une relation un peu compliquée avec ce jeu de rôle, bon, j'en parlerai pas ici, mais bref, voilà, je suis là pour parler du système de jeu. Et je le trouve complexe parce que, comment dire, il y a un système en gros, donc vous avez les 5 anneaux, voilà, vous avez feu, eau,
terre, vide et air, voilà, pardon. Et avec ces 5 anneaux, vous avez différentes approches suivant comment vous faites vos actions en jeu. C'est-à-dire que, mettons, vous êtes dans une discussion, pour ceux à qui ça parle, vous êtes mettons, un assaïna, quelqu'un qui crée des choses, un artisan, et vous essayez de vendre un peu votre dernière création, soit à votre maison, donc soit à votre clan, soit peut-être allez, on va dire quelqu'un de l'Empire, voilà, une des familles impériales. Et bien, suivant l'approche que vous allez faire, eh bien, ça va changer la donne. Si vous utilisez l'anneau de feu, ce sera une approche plutôt passionnée. Si c'est une approche avec l'anneau de l'air, ce sera un truc un peu plus subtil, des choses comme ça. Mais c'est pas le système vraiment des anneaux, des approches qui est compliqué, je trouve. Il y a un système qu'ils appellent les aubaines. C'est avec les dés spéciaux, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des aubaines sur les jets de dés. C'est des trucs en plus qui vous permettent de rajouter voilà, de la saveur à votre jet, de la narration. Mais je le trouve super mal foutu parce qu'en gros, on doit limite les connaître sur le bout des doigts pour chaque anneau, pour chaque approche. C'est dommage parce que ça casse vraiment le rythme en fait. Je trouve quand on n'a pas le système en main. Il faut plus d'une partie pour vraiment, ou alors vraiment avoir le bouquin de base sous les yeux. Et je trouve nous on a joué pardon en virtuel, donc voilà. Je pense que peut-être en IRL ça passe mieux, mais en virtuel faut ouais, avoir le bouquin sous les yeux, regarder ce qu'on peut faire avec telle approche, telle aubaine, machin. Pour les combats c'est pareil, voilà, vous faites à chaque fois que vous faites un jet de combat, de kenjutsu ou autre. Voilà, si vous avez des aubaines, il faut regarder ce que vous pouvez faire avec, est-ce que c'est intéressant ou pas. Alors déjà, les combats, c'est assez long dans les jeux de rôle, mais alors là, regardez à chaque fois. Alors oui, du coup, avec ça, je peux faire ça. Franchement, ouais, c'est pas pour moi, personnellement. Je trouve que ça casse le rythme et je le trouve trop complexe pour son propre bien, le système de la 5e édition d'L5R. C'est dommage. Parce qu'il est pas à jeter, attention, mais moi, c'est pas ce que je recherche dans un système de jeu de rôle, je pense. Et c'est dommage parce que le lore du jeu est excellent. Mais ouais. En V4, ça tournait beaucoup plus facilement, je trouve. Pourtant, c'est pas forcément moins complexe, mais je trouve que ça tourne mieux. Donc voilà. Pour moi, L5R, 5e édition, donc la légende des 5 anneaux, pardon, 5e édition, c'est un peu trop complexe pour moi. Peut-être que je suis bête. Oui, ça c'est possible aussi, c'est fortement possible. Donc si dans les commentaires vous vous sentez à l'aise avec le système, franchement tant mieux pour vous et allez-y, let's go, hein. C'est un super jeu de rôle à jouer, donc pas de souci. Moi je trouve qu'il est trop complexe pour son propre bien, ce qui est dommage. Donc c'était la question pardon, numéro 24. Si on va passer à la question numéro 25. Le JDR possédé mais non joué. Bah, il y en a beaucoup, mais j'ai décidé de vous parler qui a été un de mes chouchous. Hop là, attendez, parce qu'il y a 2 bouquins. Et c'est la version anglaise originale, City of Mist. Voilà, ça c'est le livre du joueur, le Player's Guide. J'ai aussi, le livre du maître, donc le Master Ceremonies Toolkit. J'ai aussi la boîte d'initiation, enfin le starter set, qui est derrière dans la bibliothèque. J'aurais pu vous le montrer aussi, mais c'est une boîte un peu cartonnée, donc j'essaie d'y faire gaffe, elle est un peu fragile. Et donc, ouais, City of Mist, vous jouez, vous pouvez jouer beaucoup d'approches dans ce jeu de rôle. En gros, vous êtes dans une ville, voilà, un brouillard remplit cette ville, et en gros, vous jouez des aspects, ça peut être soit vous pouvez être en gros des aspects d'une mythologie, de dieux nordiques, de dieux grecs, voilà. Vous pouvez être aussi des concepts, vous pouvez être par exemple le Père Noël, mettons, des trucs comme ça, la petite souris. Vous pouvez avoir un aspect de conte de fées, vous pouvez être le petit chaperon rouge, le grand méchant loup. Voilà, il y a plein de concepts. Vous pouvez être aussi, mettons, des objets, enfin des concepts d'objets, célèbres, hein, attention, par exemple Excalibur,
des choses comme ça, voilà, ça peut être tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi, comment dire, vous pouvez être par exemple être les 40 voleurs, le concept de 40 voleurs sans Alibaba, vous pouvez être juste être les 40 voleurs, et créer votre personnage autour de ça. Et donc City of Mist, en gros, ça mélange un peu le PBTA, le Powered by the Apocalypse, pardon, avec le système Fate. Fate, on en a parlé dans une vidéo précédente, Fate of Two, c'est un truc que j'ai envie de faire, donc le système Fate, je le trouve bien. Donc mélanger à du PBTA, c'est peut-être la recette parfaite, allez savoir, je ne sais pas. Ça peut être assez complexe aussi à prendre en main au début. Je pense qu'une session de création de personnages, c'est compliqué pour un maître de jeu avec ce jeu, parce qu'il faut vraiment expliquer le concept de City of Mist, le concept de personnage, ça peut prendre assez longtemps. Voilà, comment créer son personnage? Est-ce que vous êtes plutôt... est-ce que vous avez plusieurs échelles en créant votre personnage? Vous pouvez être plus du côté avatar de votre concept. Mettons, vous choisissez, mettons que votre concept de personnage, c'est... Allez, on va prendre Excalibur. Vous pouvez soit garder la création de personnage à un truc un peu équilibré, donc rester humain. Donc, mettons, vous êtes un comptable. Voilà. Exemple au pif, vous êtes un comptable, mais vous avez l'aspect d'Excalibur en même temps qui est votre mythos, ce qu'on appelle le mythos. Donc, soit vous êtes un peu équilibré, donc vous êtes un peu votre mythos Excalibur, un peu votre côté humain. Soit vous pouvez être un peu plus penché du côté de votre mythos et plus du côté d'Excalibur. Donc à la création de personnages, vous aurez un peu plus de pouvoir, de choses à faire avec votre mythos qu'avec votre côté humain, le côté comptable. Et je trouve ce concept, enfin voilà. Et en gros, le principe du jeu, c'est il ne faut pas trop être d'un côté ou de l'autre. Si vous êtes trop du côté humain, votre mythos disparaît. Donc vous redevenez un simple humain lambda. Si vous êtes trop du côté mythos, vous devenez ce qu'on appelle l'avatar de votre concept. Et voilà, vous ne pouvez plus retourner à votre état humain classique. Et un avatar, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça peut être des antagonistes aussi dans le jeu. Voilà. Je le présente super mal, j'ai l'impression. Donc je vais essayer de rester un peu plus droit. Mais c'est assez étrange, enfin c'est assez complexe à appréhender comme jeu de rôle, mais je trouve que les possibilités de jeu sont vraiment bien. Parce que donc vous avez le côté voilà, PBTA, Powered by the Apocalypse, avec le système simple, voilà, vous lancez un dé, suivant le résultat qui fait entre 7 et 9, c'est une réussite plus ou moins partielle, voilà, ou une réussite excellente, quelque chose comme ça. Et c'est au MJ d'interpréter cette réussite ou non, ou cet échec. Mais il y a tout le côté fate aussi, justement, avec cette espèce de petits bouts de phrases voilà, qui composent votre personnage et que vous pouvez mettre en jeu pour vous donner des bonus ou des malus, parce que voilà, votre côté humain vous donne des avantages, mais aussi des désavantages. Donc ça, ce sera à vous de les créer pendant la création de personnage, mais votre mythos également aussi. Voilà, ce n'est pas parce que vous êtes un avatar d'Excalibur que vous n'avez pas de défaut avec. Au contraire, voilà. Donc ouais, je le présente super mal, je suis désolé, mais ça fait longtemps que je l'ai lu, donc il faudrait que je le relise pour vraiment me remettre dedans et vous présenter le système bien comme il faut, mais il y en a qui le font beaucoup mieux que moi, donc... Mais ouais, City of Mist, j'ai envie d'y jouer. Celui-là, je pense qu'on peut faire des one-shots. C'est possible. Je pense que c'est mieux quand même de faire une campagne avec, parce que vu le temps que vous passez à créer votre personnage, c'est dommage de ne pas y investir plus, de pas s'y investir plus. Mais je pense que celui-là, c'est possible de le faire en one-shot. Trouvable en français, ça a été traduit par Barbu Inc, il me semble. Donc c'est trouvable en français. Et c'est une gamme. Voilà, c'est un très beau jeu de rôle, un très beau bébé. Et je ne désespère pas d'en faire une partie un jour ou l'autre. Voilà, donc City of Mist. Et donc ça conclut la question numéro 25. Et ensuite on passe à la question 26, qui est l'avant-dernière pour cette semaine, ma feuille de personnage préféré. Eh bien je crois que... Tac tac, on va voir si on la trouve en live, sinon je mettrai des inserts. Hop. Alors... Laissez-moi regarder. Ah, si je peux vous la montrer. Hop là. Attends, ouais. Essayez de pas déchirer les pages.
c'est la feuille de personnage de Fallout avec le Pip-Boy et toutes les caractéristiques, les capsules qui représentent les attributs. Hop là. Et donc c'est ma feuille de jeu de rôle préférée parce que voilà, comme vous le savez, Fallout, c'est mon dada, c'est mon petit kiff, j'adore cet univers. Et donc quand on me propose une feuille de personnage qui émule une feuille de personnage de jeu vidéo, eh bien moi ça fait banco. Donc voilà. Après sur les VTT aussi, les fiches de personnages sont extrêmement belles pour ce jeu de rôle, notamment sur Foundry VTT, la feuille de personnage elle est vraiment bien ergonomique et tout, donc puis c'est top, franchement. Après, je m'intéresse pas vraiment aux feuilles de personnages, voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà. Je pense que c'est peut-être plus une question pour ceux qui jouent en IRL. J'ai jamais joué IRL. Voilà, sachez-le. Désolé. Ça arrivera un jour, j'espère. Mais en tout cas, voilà. Et donc, c'était l'avant-dernière question, donc la question numéro 26. Et on passe ensuite à la dernière question pour cette semaine. La question numéro 27. Le jeu de rôle dont vous souhaiteriez une nouvelle édition. Alors, ça a été compliqué celle-là, j'ai beaucoup réfléchi. Parce qu'au début, je voyais pas vraiment quel jeu de rôle. J'ai pas assez de jeux de rôle dans ma collection pour me dire, ah tiens, une seconde édition de ce jeu, ça serait cool. Puis j'ai pas de jeu de rôle très très vieux non plus. Enfin, à part l'Appel de Cthulhu, mais je veux dire, il y a tellement de versions maintenant que c'est pas un problème d'édition, il y aura toujours une nouvelle édition. Et donc j'ai réfléchi, et je me suis dit, moi j'aime bien les univers un peu, comment dire, dans une ambiance un peu, voilà, mille et une nuits, choses comme ça, ambiance un peu perse, voilà. J'aime beaucoup cet univers-là, cet imaginaire-là en tout cas. Et je me suis dit, mais tiens, Al-Qadim, ça n'a pas été. Il n'y a pas eu une nouvelle édition depuis AD&D 2, je crois, ou AD&D. Voilà, ça serait bien que il y ait une nouvelle édition de ce setting, de cet univers de jeu de rôle pour Donjons et Dragons, ce serait cool. Et donc, ouais, bah, Al-Qadim, j'aimerais beaucoup qu'il y ait. Voilà. Alors, un truc un peu léché, voilà, un truc assez aussi propre au niveau respect des us et coutumes. Donc voilà, ça serait cool de la part de Wizard of the Coast ou d'un éditeur externe de faire un peu un truc comme ça. Sans forcément ça s'appelle Al-Qadim, hein, attention, voilà. Mais j'aimerais beaucoup un truc comme ça, voilà, un peu mille et nuits, un peu, voilà, avec cette ambiance un peu désertique et tout, voilà. Donc à défaut, je dirais Al-Qadim, voilà, une nouvelle édition d'Al-Qadim pour Donjons et Dragons, ce serait cool. Ce serait cool. Et puis voilà, qui conclut cette, je regarde, attendez, ouais, cette série de réponses aux questions du RPG pour cette semaine. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire, ça m'intéresse, pas pour le référencement, on s'en fout. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre des likes aussi. Moi, je fais ça à l'arrache. Mais voilà, au pire, si vous souhaitez me faire part de vous, vos réponses, ça m'intéresse. Pour qu'on puisse un peu comparer voilà, nos expériences. Parce que moi, comme je dis, je n'ai que 6 ans de jeu de rôle derrière moi. Et puis, j'aimerais vous avoir votre expérience. Parce que voilà, ça m'intéresse aussi de savoir, de comparer un petit peu nos expériences. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire. Et puis à vous-même participer au RPGD 2023, hein, il n'est pas trop tard, voilà. Moi je le fais à l'arrache parce que voilà, j'ai envie, et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les parties que je mets en description en lien aussi, parce que ça peut faire plaisir aux maîtres de jeu. Voilà, pas que moi, hein, donc n'hésitez pas à jeter une oreille ou un œil. Puis voilà. Puis j'espère que parmi tous ces jeux de rôle, il y en a peut-être un qui vous enfin, j'ai bien vendu. Voilà, j'espère que voilà, parmi ces jeux de rôle, il y en a un auquel je vous ai bien vendu. Voilà, on va parler français, je commence à fatiguer. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus, et puis je vous souhaite bien un bon jeu, bonne partie, et puis à la semaine prochaine. Salut!